Son sourire s'est effondré, révélant l'abîme qu'il avait lui-même creusé. Et moi? Je n'ai fait qu'observer, en silence, le château de sable s'écrouler, reconnaissante de ne plus être prisonnière de ses ruines. Des années de sacrifices, d'humiliations voilées, avaient culminé en cet instant précis. La vérité, comme toujours, trouverait son chemin, et avec elle, la justice, froide et implacable, pour ceux qui avaient sous-estimé la force d'une femme. L'air dans le bureau de l'avocat était lourd, dense de la tension que Julien, mon ex-mari, irradiait comme une aura sombre. Il était pâle, une teinte grisâtre couvrant son visage autrefois hâlé, les yeux écarquillés fixés sur un document que maître Antoine Lefebvre, son avocat, venait de lui remettre. Ses mains tremblaient légèrement, un contraste saisissant avec la posture arrogante et le sourire suffisant qu'il affichait toujours en public. Une sueur froide perlait sur son front, mouillant le col de sa chemise de marque. Moi, Camille, assise de l'autre côté de la table en acajou poli, je maintenais une expression neutre, presque apathique, telle une statue de marbre. À l'intérieur, cependant, un calme glacial m'enveloppait, une satisfaction contenue que j'avais cultivée pendant des années, goutte après goutte, durant chaque nuit blanche. Ce moment était le point culminant, le point final d'une pièce méticuleusement orchestrée, où chaque mouvement, chaque silence, chaque larme versée dans le passé, trouvait désormais son but, sa rétribution cruelle et juste. Maître Antoine Lefebvre, un homme au visage fatigué et aux lunettes glissant sur son nez, s'éclaircit la gorge, tentant en vain de briser le silence suffocant qui s'était installé dans la pièce, mais Julien semblait à peine l'entendre. Ses yeux, autrefois pleins d'un éclat de supériorité, reflétaient maintenant une terreur croissante. Son monde, bâti sur des mensonges et des apparences, sur une façade de succès et de pouvoir, était sur le point de s'effondrer, et j'étais l'architecte silencieuse de sa chute, la main invisible qui tirait les ficelles. 15 ans. 15 ans de ma vie, de ma jeunesse, de mon énergie, dédiée à construire ce que Julien, de sa voix imposante et pleine de lui-même, appelait notre empire immobilier. Mais la vérité, la dure et amère vérité, était que ce ne fut jamais notre empire. C'était le sien, et moi, Camille, j'étais l'ombre derrière le trône, l'engrenage invisible, mais essentiel, qui faisait tout fonctionner. Tandis qu'il paradait lors d'événements mondains, un verre de whisky à la main et un sourire répété, qu'il concluait des affaires d'une poignée de main et récoltait les lauriers d'un succès qui n'était pas entièrement le sien, j'étais en coulisses, plongée dans des feuilles de calcul, gérant chaque détail minutieux. J'étais la chef de projet, la comptable, la stratège marketing, la secrétaire personnelle, la mère dévouée de notre fils Thomas, et la maîtresse de maison impeccable qui maintenait le manoir en ordre. Mes nuits étaient remplies de la lueur froide de l'écran d'ordinateur, de chiffres et de projets, mes journées de réunions épuisantes et de visites de chantier sous le soleil ardent de Nantes, tandis que Julien ne se préoccupait que du prochain coup de golf au club ou de la prochaine voiture de luxe pour sa collection. J'aimais ce que je faisais, j'aimais la sensation de construire quelque chose de concret, de voir un projet sortir de terre, mais à chaque éloge qu'il recevait, à chaque article de journal qui le glorifiait comme un visionnaire du marché immobilier, une pointe de ressentiment grandissait dans ma poitrine, affûtée comme une lame. J'étais la force motrice, l'esprit derrière l'opération, mais il était le visage, la figure publique, et cette injustice silencieuse rongeait mon âme, se transformant en une plaie ouverte qui ne cicatrisait jamais. Le souvenir du jour où il a annoncé le divorce me donnait encore des frissons, même maintenant, des années plus tard, comme si le froid de ce jour d'hiver à Nantes s'était infiltré dans mes os. Il n'y eut pas de discussion, pas de tentative de réconciliation, pas même un regard de remords dans ses yeux vides. Juste une déclaration froide et calculatrice, prononcée dans notre salon, qui fut un jour mon sanctuaire, le refuge que j'avais décoré avec tant d'amour. « Camille, je veux divorcer », dit-il, sans même me regarder dans les yeux, tout en feuilletant distraitement un magazine de voitures de sport, comme s'il choisissait un nouveau jouet. « Il n'y a plus rien pour moi ici. Je veux tout, la maison, les voitures, l'entreprise. Tu peux garder Thomas. C'est le moins que je puisse faire pour la mère de mon fils. » L'humiliation fut un coup physique, un coup de poing à l'estomac qui me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement la perte matérielle, la perte de tout ce que j'avais aidé à construire, mais la façon dont il me jetait, comme si j'étais un objet vieux et sans valeur, un meuble dont il ne voulait plus. Il ne me permettait pas de garder Thomas. Il me jetait la responsabilité, le fardeau, tandis qu'il se libérait pour sa nouvelle vie de luxe et d'irresponsabilité, sans le moindre poids sur la conscience.
Ce même jour, je fus expulsée de ma propre maison, la maison que j'avais décorée avec mes propres rêves, où Thomas avait grandi et fait ses premiers pas. Je vis Élodie, la nouvelle petite amie de Julien, une femme jeune, futile et avec un sourire moqueur sur les lèvres, me lancer un regard de mépris, un sourire victorieux qui me brûla l'âme. Madame Dubois, la mère de Julien, qui m'avait toujours traité avec condescendance et une fausse douceur, tint à me rappeler que je n'avais jamais été assez bien pour son fils, que j'étais juste une profiteuse. Leur mépris était un poison lent, mais je l'absorbais, le transformant en une détermination silencieuse, en une force que je ne savais pas posséder. La douleur de la trahison, cependant, ne se limita pas à Julien et à sa famille. Claire, ma meilleure amie, à qui je confiais mes peurs les plus profondes et mes espoirs les plus secrets, se révéla être une espionne, un serpent déguisé en confidente. Elle, qui m'embrassait et m'écoutait pleurer pendant des nuits interminables, nourrissait Julien d'informations sur chacun de mes pas, chaque plan, chaque fragilité que je partageais naïvement. La découverte fut comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, comme si le monde entier s'effondrait autour de moi. Il n'y avait plus nulle part où courir, personne à qui faire confiance. J'étais seule, avec un fils à protéger et un cœur en miettes, saignant de chaque plaie ouverte. La sensation d'isolement était suffocante, un vide glacial qui m'enveloppait, mais qui me força aussi à regarder en moi, à trouver une force que je ne savais pas posséder, une résilience qui se forgeait dans la douleur. La plus grande douleur, cependant, vint de Thomas. Mon fils, mon refuge, la raison de tout, le seul rayon de soleil dans ma vie. Influencé par son père, qui le gâtait avec des cadeaux coûteux et des promesses vides d'un avenir brillant, Thomas commença à s'éloigner. Ses mots étaient coupants, ses regards, distants, remplis d'une confusion qui me déchirait. « Papa a dit que tu ne comprenais rien aux affaires, maman », me dit-il un jour, avec l'innocence cruelle de l'enfance, répétant les mots venimeux de Julien. Chaque éloignement de sa part était un coup de poignard dans ma poitrine, une blessure qui semblait ne jamais cicatriser, qui me volait le sommeil et la paix. Je savais que Julien le manipulait, l'utilisant comme une arme contre moi, et cela me déchirait l'âme. Mais je ne pouvais pas révéler mon plan, je ne pouvais pas encore exposer la vérité à Thomas, je ne pouvais pas risquer sa sécurité. Je devais le protéger, même si cela signifiait supporter son rejet temporaire, même si cela signifiait porter le poids de l'incompréhension dans mon cœur. C'était un sacrifice que j'étais prête à faire, pour sa sécurité, pour son avenir, pour son bonheur. Ce que personne ne savait, ce que Julien n'aurait jamais imaginé dans son arrogance aveugle et sa vanité démesurée, c'est que je savais déjà. 3 ans avant le divorce, par une nuit froide et pluvieuse à Nantes, j'avais découvert la vérité sur son empire. Une nuit, alors que Julien dormait profondément après une autre fête arrosée de champagne et de faux compliments, je travaillais sur des documents de l'entreprise, essayant d'organiser le chaos qu'il laissait derrière lui. Un fichier numérique, mal caché dans un dossier secondaire sur son ordinateur, attira mon attention. La curiosité, ou peut-être l'intuition, me poussa à l'ouvrir. Ce que je trouvai fut un enchevêtrement de dettes, d'hypothèques non déclarées, de prêts bancaires à des taux d'intérêt exorbitants et de dépenses irresponsables qui dépassaient de loin les revenus réels de l'entreprise. Empire n'était qu'une façade, un château de cartes sur le point de s'effondrer au moindre souffle de vent. À ce moment-là, le désespoir initial fit place à une froide détermination, à une clarté de but qui me surprit. Je n'étais pas une victime passive. J'étais une stratège. Je commençais à me préparer silencieusement, déplaçant mon propre argent, ce que j'avais économisé au fil des ans grâce à mon travail acharné et à mes investissements personnels, vers des comptes séparés, créant un fonds d'urgence sûr pour Thomas. Je documentais chaque transaction suspecte, chaque dette cachée, chaque mensonge éhonté de Julien. Je construisais mon propre piège, un piège parfait, tissé avec patience et intelligence, et Julien, dans sa cécité et sa présomption, était sur le point d'y tomber, sans même s'en douter. Maître Sophie, une femme au regard perçant et à la posture impeccable, écoutait Camille avec une gravité qui frôlait la méfiance, assise dans son fauteuil en cuir sombre dans son bureau, avec vue sur le cours Saint-André animé de Nantes. Au début de cette première réunion, Maître Sophie semblait ne voir qu'une femme de plus déchirée par un divorce cruel, une victime en quête de justice, mais sans plan clair, l'âme en lambeaux. Ses yeux, habitués à voir la douleur et la fragilité, s'attendaient à des larmes et des lamentations. Camille, cependant, n'était pas une victime ordinaire.
D'une voix calme et ferme, qui semblait venir d'un lieu de profonde résilience, elle déroula son plan, détaillant chaque étape, chaque découverte, chaque humiliation qu'elle avait supportée et transformée en stratégie. Maître Sophie, qui esquissait initialement un air de pitié, vit ses yeux s'écarquiller à mesure que Camille révélait la profondeur de la fraude de Julien et la minutie de sa propre préparation. C'était comme assister à une partie d'échecs en train de se monter, chaque mouvement calculé avec une précision chirurgicale. « Je ne veux pas me battre pour les biens, maître Sophie, » déclara Camille, avec une conviction qui surprit l'avocate, la faisant se pencher légèrement en avant. « Je veux qu'il gagne tout. Qu'il garde son empire. Mais qu'il le garde vraiment, avec chaque brique, chaque dette, chaque responsabilité cachée qu'il a si soigneusement dissimulée. » L'avocate, qui avait déjà tout vu dans sa longue carrière, ne put s'empêcher d'esquisser un sourire discret, presque admiratif, qui effleura à peine ses lèvres. Cette femme, apparemment fragile et tout juste sortie d'un cauchemar, était une stratège brillante, une maîtresse des échecs émotionnels et financiers, capable de transformer la douleur en une arme affûtée. Le plan de Camille n'était pas une vengeance au sens mesquin, mais une question de justice, d'exposer la vérité et de s'assurer que Julien récolte exactement ce qu'il avait semé, sans raccourci ni échappatoire. Le déménagement dans le nouvel appartement fut une épreuve de résilience qui blessa l'âme de Camille et Thomas. D'un manoir spacieux dans une résidence de luxe, avec des jardins impeccables et une piscine privée, Camille et Thomas se retrouvèrent dans un petit appartement de 2 pièces, dans un quartier plus modeste de Nantes, où le bruit de la rue était une constante et l'odeur de la cuisine maison se mêlait dans l'air. Chaque carton déballé était un rappel douloureux de la vie qu'ils avaient perdue, de l'humiliation qu'ils avaient subie. Thomas, habitué au confort, à l'ostentation et aux jouets coûteux, ressentait l'impact du changement plus vivement. Ses yeux, autrefois pleins d'éclat et de curiosité enfantine, portaient maintenant une ombre de confusion et de tristesse, et il demandait à chaque instant quand il retournerait à la grande maison. Camille, cependant, maintenait la façade d'une femme vaincue, sans ambition, comme si le déménagement était la preuve finale de sa ruine, de son incapacité à se relever. Elle savait que chaque détail, chaque sacrifice, chaque larme qu'elle ravalait en silence, faisait partie de son jeu, essentiel au succès de son plan. Il était impératif que Julien et tous ceux qui l'entouraient croient en sa défaite, en son incapacité à se reconstruire. Elle décora le petit espace avec simplicité, mais avec la tendresse de celle qui construit un nouveau foyer, un sanctuaire de renouveau. Les murs, autrefois vides et sans vie, commencèrent à accueillir des cadres avec des photos de moments heureux, un rappel silencieux que la joie existait toujours, même au milieu de la tempête, même lorsque le cœur semblait trop lourd à supporter. Pendant que Camille et Thomas s'adaptaient à leur nouvelle et humble réalité, Julien s'enfonçait de plus en plus dans son arrogance et son exhibitionnisme, tel un paon en pleine parade. Convaincu de sa victoire écrasante dans le divorce, il dépensait imprudemment, comme si l'argent était une source inépuisable, un puits sans fond. De nouvelles voitures, encore plus luxueuses que les précédentes, des voyages extravagants avec Élodie vers des destinations paradisiaques, des dîners coûteux dans des restaurants branchés de Nantes, tout était affiché sur les réseaux sociaux, un spectacle d'ostentation pour que le monde entier le voie, pour frotter sous le nez de Camille sa prétendue défaite. Il se vantait de s'être débarrassé de Camille, d'avoir retrouvé sa liberté et son empire, comme si elle était un fardeau qu'il avait enfin jeté. Chaque publication, chaque nouvelle sur ses nouvelles entreprises, que Camille savait n'être que des façades pour plus de dettes et de promesses vides, était un poignard dans son cœur, mais aussi une pièce précieuse de son puzzle, une preuve irréfutable de son irresponsabilité. Elle observait et documentait tout, chaque dépense inutile, chaque nouvelle dette contractée, chaque promesse vide, chaque mensonge qu'il se racontait à lui-même et aux autres. Maître Sophie avait instruit Camille de tenir un registre détaillé, car l'arrogance de Julien serait sa propre ruine, la corde qu'il tisserait lui-même pour son cou. Chaque jour, il creusait plus profondément le trou dans lequel il se trouvait, sans se rendre compte que Camille ne faisait pas que regarder, mais pavait aussi le chemin de sa chute, avec une patience qui frôlait l'effrayant. Thomas, malgré l'influence constante de son père, qui le bombardait de cadeaux et de promesses, n'était pas aveugle. Peu à peu, les incohérences commencèrent à apparaître, comme des fissures dans un mur mal peint. Julien promettait des voyages et des cadeaux coûteux, mais il y avait toujours une excuse pour reporter ou annuler, une urgence financière inattendue. L'argent, qui semblait si abondant sur les réseaux sociaux et dans les récits de son père, ne se traduisait pas par une stabilité réelle, par une sécurité.
Thomas commença à remarquer la tension dans les conversations téléphoniques de son père, les regards inquiets de Madame Dubois, les discussions chuchotées sur des problèmes de trésorerie et des investissements risqués. Un jour, il s'approcha de Camille, les yeux embués, la voix petite et pleine de doute. « Maman, papa a dit que tout allait bien, qu'il était l'homme le plus riche de Nantes, mais je l'ai entendu parler au téléphone d'argent, de dette. Il me ment ?» La question de Thomas fut un soulagement et une douleur à la fois. C'était la preuve qu'il commençait à voir la vérité, à remettre en question la façade, mais aussi la confirmation que le mensonge de Julien l'affectait profondément, lui volant son innocence. Camille le serra fort dans ses bras, sentant le petit corps trembler contre elle, l'odeur d'enfant qu'elle aimait tant. « Thomas, mon amour, papa a beaucoup de problèmes qu'il ne te raconte pas. Mais je te promets que tout ira bien. Tu dois me faire confiance, d'accord ? Et attendre encore un peu, juste un petit peu. » Elle ne pouvait pas encore tout révéler, elle ne pouvait pas exposer la cruauté de son père à son fils, mais la graine du doute avait été plantée dans le cœur de l'enfant, et c'était une étape cruciale, un petit rayon d'espoir au milieu de l'obscurité. Le piège juridique, soigneusement élaboré par maître Sophie avec la précision d'un chirurgien, était prêt. Lors d'une des rencontres pour finaliser les termes du divorce, dans une salle froide et impersonnelle de l'étude notariale, l'avocate de Camille annexa un avenant à l'accord principal. Cet avenant, rédigé dans un langage juridique complexe et rempli de termes techniques, détaillait toutes les responsabilités financières liées aux biens que Julien était en train de gagner. Les hypothèques impayées, les prêts bancaires à des taux d'intérêt abusifs, les dettes envers les fournisseurs qui menaçaient de poursuivre en justice, les impôts en retard qui accumulaient des pénalités quotidiennes. C'était une liste exhaustive, un miroir fidèle de la situation financière réelle et catastrophique de l'Empire de Julien. L'avocat de Julien, maître Antoine Lefebvre, un homme plus préoccupé de clore l'affaire rapidement et de percevoir ses honoraires que de protéger les intérêts de son client, tenta de suggérer un audit financier indépendant. « Julien, il est prudent que nous fassions un audit complet avant de signer, » conseilla-t-il, avec un ton de prudence et un mauvais pressentiment. Mais Julien, dans sa hâte et son arrogance aveugle, rit de la suggestion, un rire strident qui résonna dans la pièce. « Un audit ? Pourquoi, Lefebvre ? Je sais déjà ce que je gagne. Camille n'a rien, Lefebvre. C'est une pauvre femme, sans ambition. Signez vite ça, je veux me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes et passer à ma vraie vie. » Il signa une renonciation, déclarant qu'il n'avait pas besoin d'audit et qu'il assumait l'entière et inconditionnelle responsabilité de toutes les dettes et obligations financières associées au bien. Le stylo glissa sur le papier, scellant son destin de sa propre main, avec l'encre sombre qui tachait son avenir. La veille du jour final au tribunal, le téléphone de Camille vibra avec un message inattendu. C'était de Julien. « Camille, merci de ne pas avoir rendu les choses difficiles. Je suis content que nous soyons parvenus à un accord à l'amiable. Maintenant, je peux aller de l'avant avec ma vie, sans fardeau. » Un sourire amer et victorieux se dessina sur les lèvres de Camille, illuminant son visage dans la pénombre de la chambre. Il n'avait aucune idée. Il la remerciait d'avoir pavé le chemin de sa propre ruine, d'avoir construit le pont vers son abîme. Il célébrait sa victoire, sans savoir qu'il était sur le point de tomber dans le piège parfait, un piège qu'il avait lui-même aidé à construire avec sa cécité, sa présomption et son arrogance démesurée. Le message était la cerise sur le gâteau, la confirmation que son plan avait fonctionné parfaitement, que chaque sacrifice en valait la peine. Camille rangea simplement son téléphone, ressentant un mélange complexe de soulagement, de tristesse pour ce qui avait été un jour, et une froide satisfaction qui la remplissait. Le lendemain serait le jour de la vérité, le jour où le château de cartes de Julien s'effondrerait enfin, et elle serait là pour assister, en silence, à sa chute. Le jour du procès se leva avec un ciel gris et chargé sur Nantes, reflétant l'atmosphère lourde et oppressante qui planait sur le palais de justice. Une bruine fine et persistante battait aux fenêtres, comme des larmes du ciel. Camille arriva tôt, accompagnée de maître Sophie, maintenant sa performance de femme vaincue avec une maîtrise que seule la douleur et la détermination peuvent forger. Ses épaules étaient légèrement courbées, le regard baissé, comme si le poids du monde était sur elle, l'écrasant. Chaque pas était calculé, chaque geste, répété, pour ne pas révéler la tempête d'émotions qui bouillonnait en elle. Elle savait que les yeux de Julien, d'Élodie et de Madame Dubois seraient sur elle, cherchant la confirmation de leur victoire,
la preuve de sa fragilité. Et elle leur donnerait exactement ce qu'ils s'attendaient à voir, une femme brisée, résignée à son destin, une victime parfaite. Maître Sophie, à ses côtés, lui lançait des regards discrets d'admiration, consciente de la force intérieure que Camille cachait sous ce masque de fragilité, comme un volcan endormi. Le silence dans la salle d'attente était presque palpable, dense, brisé seulement par le murmure d'autres avocats et le tintement occasionnel d'un téléphone portable. Camille sentait son cœur battre fort, un tambour dans sa poitrine, un mélange complexe de nervosité, d'appréhension et d'une étrange, presque effrayante, euphorie. Le moment de vérité était proche, et elle était prête à assister au dénouement de sa vengeance méticuleuse. Julien, quant à lui, arriva au tribunal avec la pompe d'un roi sur son trône, la tête haute, un sourire suffisant aux lèvres. À ses côtés, Élodie, souriante et arborant une bague de fiançailles nouvellement acquise qui brillait de manière presque obscène, et Madame Dubois, avec un air de supériorité qui l'avait toujours caractérisé, comme si le monde leur devait révérence. Il daigna à peine regarder Camille, passant devant elle avec un dédain étudié, un air de triomphe qui frôlait la cruauté. Sa confiance était palpable, presque arrogante, remplissant l'environnement de sa présence prépotente. Il était impatient de se débarrasser de Camille une bonne fois pour toutes, de signer les documents finaux et de profiter de sa victoire sans entrave, sans le fardeau qu'elle représentait. Maître Antoine Lefebvre, son avocat, semblait un peu plus inquiet, avec une ride de préoccupation entre les sourcils, essayant en vain d'attirer l'attention de Julien sur certains détails des papiers, lui murmurant des avertissements qui furent ignorés. Mais Julien l'ignora, impatient, l'esprit déjà aux célébrations à venir, aux gros titres qui le glorifieraient. Il s'assit à la table, prit le stylo avec une fioriture théâtrale, et sans lire une seule ligne, avec la hâte de celui qui veut se débarrasser d'un désagrément, commença à signer les documents que la juge présentait. Chaque paraphe était un saut sur sa propre condamnation, un pas de plus vers l'abîme que Camille avait préparé avec tant de patience. La juge, une femme au visage sérieux et à la voix ferme, observait la scène avec une attention que Julien, dans sa cécité, sous-estimait complètement. Elle lut les termes de l'accord, les clauses standards, puis, d'un mouvement précis et délibéré, désigna l'avenant que Maître Sophie avait inséré, un document qui semblait inoffensif à première vue. Monsieur Julien, confirmez-vous avoir lu et compris toutes les clauses de cet avenant, qui détaillent les responsabilités financières associées aux biens que vous assumez? La question de la juge résonna comme un coup de tonnerre dans le silence de la salle, un présage. Julien, qui avait à peine regardé le document, hésita un instant, un éclair de doute dans ses yeux. Maître Antoine Lefebvre, pâle, tenta d'intervenir, la voix étranglée. « Madame la juge, mon client aurait peut-être besoin d'un instant de plus pour réviser. » Mais Julien, dans sa prépotence et sa hâte d'humilier Camille, l'interrompit d'un geste impatient. « Oui, Madame la juge. Tout est compris. Il n'y a rien que Madame Camille puisse m'avoir caché. Elle est incapable d'une telle astuce. » Un sourire moqueur flotta sur ses lèvres, tandis qu'il signait l'avenant, scellant son destin avec l'encre sombre du stylo. Maître Antoine Lefebvre, en révisant les documents après la signature, sentit un frisson lui parcourir l'échine, un pressentiment glacial. Ses yeux parcoururent les lignes, et la couleur quitta son visage. Il tenta d'alerter Julien, murmurant avec urgence, d'une voix presque inaudible, mais il était trop tard. Le choc, l'incrédulité, la panique commencèrent à envahir le visage de Julien, qui réalisa enfin le piège, le nœud qui se resserrait autour de son cou. Le visage de Julien se tordit en un masque d'horreur indescriptible, ses yeux écarquillés reflétant la terreur qui l'envahissait. « Quoi? Des dettes? Quelles dettes sont ceux-là? C'est une fraude. Une manipulation. J'ai été trompé. » Il se leva brusquement, renversant sa chaise avec un fracas qui résonna dans la salle, le son réverbérant comme un coup de feu. La juge frappa son marteau avec force, le son sec et autoritaire fendant l'air. Ordre dans la cour. Monsieur Julien, vous avez signé les documents, y compris l'avenant qui détaille toutes les responsabilités financières. Vous avez renoncé à l'audit, de votre propre et expresse volonté. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a que les conséquences de vos propres décisions, de votre propre négligence et arrogance. La voix de la juge était inébranlable, froide comme la glace. Julien tenta d'argumenter, de bégayer, ses mots se perdirent dans un enchevêtrement de désespoir et de rage.
Il regarda Camille, ses yeux pleins de haine et d'incompréhension, comme si elle était la personnification de tous ses démons. Elle, de son côté, garda son calme, un léger sourire presque imperceptible apparaissant sur ses lèvres, un éclat de triomphe dans ses yeux. Le mariage était dissous. Julien avait gagné l'Empire, mais avec lui, une montagne de dettes qui l'écraserait, qui le noierait dans une mer de ruines. En sortant du tribunal, Camille s'arrêta un instant, se tournant vers Julien, qui était encore sous le choc, soutenu par un maître Antoine Lefebvre visiblement consterné et honteux. « Tu as eu exactement ce que tu as demandé, Julien, » dit-elle, sa voix basse, mais chargée d'une autorité et d'une froideur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Tout est à toi. Profite de ton empire. » Les mots de Camille furent comme un coup final, un poignard planté dans son âme. Élodie, qui jusque-là observait la scène avec une expression confuse et un malaise croissant, comprit enfin l'ampleur du désastre. La bague de fiançailles à son doigt semblait soudain lourde, sans valeur, un bijou faux dans un avenir ruiné. Elle regarda Julien, l'homme qui promettait un avenir de luxe et qui était maintenant noyé sous les dettes, un homme ruiné et humilié. Sans dire un mot, sans un adieu, elle tourna les talons et quitta précipitamment le palais de justice, le son de ses talons résonnant dans le couloir, le laissant seul dans sa ruine. Madame Dubois, le visage tordu de fureur et de honte, s'éloigna également, incapable de supporter l'humiliation publique, le scandale qui s'abattrait sur la famille. Julien était seul, son empire s'effondrant sous ses yeux, et la vengeance de Camille était consommée, plus douce et plus complète qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Les conséquences ne tardèrent pas à apparaître, et elles furent dévastatrices. L'empire de Julien s'effondra avec une vitesse vertigineuse, comme un château de sable balayé par une vague géante. Les nouvelles de la faillite de ces entreprises se répandirent rapidement dans Nantes, devenant la rumeur dans tous les cercles sociaux. La maison, les voitures de luxe, l'entreprise, tout fut saisi pour couvrir les dettes, vendu aux enchères pour des sommes dérisoires. Il se retrouva noyé sous les poursuites judiciaires, cherchant désespérément des prêts, mais personne ne faisait plus confiance à sa façade, à ses promesses vides. La faillite était inévitable, un destin cruel et mérité. Madame Dubois, qui avait investi une partie de son héritage dans les affaires de son fils, fut également confrontée à de graves problèmes financiers, perdant une grande partie de ses économies, amère et pleine de rancœur. Claire, l'ex-amie traîtresse, vit sa réputation ternie et perdit son emploi dans une entreprise qui faisait affaire avec Julien, étant associée à sa chute, à son scandale. Le château de cartes de Julien ne s'effondra pas seulement, mais emporta avec lui tous ceux qui avaient profité de ses mensonges, tous ceux qui avaient pactisé avec son hypocrisie. La ville de Nantes, qui un jour l'idolâtrait, le voyait maintenant avec mépris et pitié, un homme qui avait tout perdu, y compris sa dignité. La nouvelle de la faillite de Julien parvint à Thomas de manière brutale, non par des mots, mais par une absence criante. Son père, autrefois si présent avec des cadeaux coûteux et des promesses grandioses, disparut de sa vie, comme s'il n'avait jamais existé. Les appels diminuèrent jusqu'à cesser complètement, les excuses devinrent plus évasives, et le luxe qu'il affichait s'évapora comme de la fumée, ne laissant derrière lui que l'odeur amère de la désillusion. Thomas vit la maison être saisie par les huissiers, les voitures de luxe emportées par des dépanneuses, et l'expression de désespoir sur le visage de son père lorsqu'il tentait, en vain, d'obtenir de l'argent auprès d'anciens contacts, qui maintenant l'évitaient comme la peste. La façade s'effondra, et avec elle, l'image idéalisée que Thomas avait de Julien, révélant un homme faible et menteur. C'est alors qu'il se souvint des mots de Camille, de sa demande de lui faire confiance, d'attendre. La vérité, autrefois voilée par les mensonges et les manipulations, était maintenant cristalline, douloureuse et, paradoxalement, libératrice. Il courut dans les bras de sa mère, les larmes coulant sur son visage, non de tristesse pour la perte matérielle, mais de soulagement et d'une profonde compréhension qui fit mûrir son petit cœur. « Maman, pardonne-moi » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion, le visage enfoui dans son épaule. « Je n'ai pas compris. J'aurais dû te faire confiance depuis le début. Papa, il n'est pas celui que je pensais. » Camille le serra fort dans ses bras, sentant la chaleur du corps de son fils, l'odeur familière de ses cheveux, le tremblement de son petit corps. Cette étreinte était la plus grande récompense, la validation de tous ses efforts et sacrifices. C'était la réconciliation qu'elle désirait tant, le lien qui avait été brisé et qui se refaisait maintenant, plus fort et incassable que jamais,
cimentée par la vérité et l'amour inconditionnel. Avec l'argent qu'elle avait protégé dans un fonds sûr pour Thomas et un petit accord financier pour recommencer, Camille ressentit un immense soulagement, une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années, comme si un poids gigantesque avait été retiré de ses épaules. Ce n'était pas une fortune, mais c'était la base solide pour construire un avenir, loin des mensonges, de l'instabilité et de la toxicité de Julien. Elle avait toujours rêvé de travailler dans le design d'intérieur, de transformer des espaces, de créer de la beauté et de la fonctionnalité, de donner vie à des environnements avec sa propre vision et sa touche personnelle. C'était un rêve qui avait été étouffé par la dévotion à l'empire de Julien, par la routine épuisante de gérer sa vie et l'entreprise, par l'annulation de sa propre identité. Maintenant, avec Thomas à ses côtés et la liberté nouvellement acquise, il était temps de ressusciter ce rêve, de se permettre de s'épanouir, de se retrouver. Elle s'inscrivit à des cours de design d'intérieur dans une école renommée de Nantes, se plongeant dans les études avec une passion renouvelée, une soif d'apprendre qui la consumait, la faisant passer des heures entières dans les bibliothèques et les ateliers. Chaque cours, chaque projet, chaque esquisse, était un pas vers sa propre réalisation, vers la construction de son propre empire, un empire de créativité, d'authenticité et de but. Elle passait des heures à rechercher des tendances, des couleurs, des textures, des matériaux, se sentant vivante comme jamais auparavant, redécouvrant la femme qui s'était perdue au milieu des ombres d'un mariage raté. Pendant que Camille s'épanouissait dans son nouveau parcours, la vie de Julien, en revanche, était un chaos sans précédent, une spirale descendante qui semblait ne jamais finir. Il avait tout perdu, la maison, l'entreprise, la réputation qu'il chérissait tant. Élodie l'avait abandonné au tribunal, sans même un regard d'adieu, et Madame Dubois, qui autrefois l'idolâtrait et le voyait comme son fils en or, le regardait maintenant avec mépris et ressentiment, le blâmant amèrement pour ses propres pertes financières, pour avoir ruiné le nom de la famille. Il était seul, noyé sous des dettes qui s'accumulaient comme des montagnes, sans amis, sans soutien, avec le téléphone silencieux d'anciens partenaires et créanciers qui maintenant l'évitaient. L'arrogance qui le définissait s'était transformée en désespoir, en une angoisse profonde qui le consumait de l'intérieur, lui volant le sommeil et la paix. Il tenta de tout. Emprunter de l'argent à d'anciens associés, vendre ce qui restait de ses biens, mais les portes se fermaient partout, les gens détournaient le visage en le voyant. La nouvelle de sa faillite se répandit comme un incendie dans tout Nantes, devenant la rumeur dans tous les cercles sociaux, et personne ne voulait plus s'associer à un homme qui avait construit sa vie sur des mensonges et trompé tant de monde. Il était l'ombre de l'homme qu'il avait été un jour, errant dans les rues, le regard perdu, la posture courbée, l'image pathétique d'un roi déchu, un homme qui avait perdu non seulement sa fortune, mais sa dignité et le respect de tous. Claire, l'ex-meilleure amie de Camille, ressentit également le poids de la chute de Julien. Sa réputation, autrefois impeccable, fut ternie par son association avec le scandale financier. Les rumeurs sur sa trahison envers Camille se répandirent comme un virus, et elle fut licenciée de son emploi dans une entreprise qui faisait affaire avec Julien, car sa loyauté et son éthique furent remises en question. Soudain, Claire se retrouva isolée, sans amis, sans travail, avec le téléphone muet et les portes se fermant devant elle. L'envie et la méchanceté qui l'avaient poussée à trahir Camille se retournaient maintenant contre elle, transformant sa vie en un enfer personnel. Elle tenta de se rapprocher de Camille, lui envoyant des messages et des emails pour demander pardon, mais Camille, avec la sagesse que la douleur lui avait enseignée, ne répondit pas. Ce chapitre était clos. Madame Dubois, quant à elle, perdit une grande partie de ses économies, investies dans les affaires frauduleuses de son fils. Le manoir qu'elle aimait tant dut être vendu, et elle se vit obligée de déménager dans un appartement modeste, vivant avec le peu qui lui restait. La vie de luxe et d'ostentation qu'elle chérissait en s'effondra, et elle vécut dans un état constant d'amertume et de ressentiment, blâmant tout le monde, sauf elle-même ou son fils, pour son malheur. Un jour, Camille était dans son petit appartement, révisant des projets pour une nouvelle cliente, lorsqu'elle entendit des coups hésitants à la porte. En ouvrant, elle trouva Julien. Il était méconnaissable. Ses vêtements froissés, ses cheveux ébouriffés, ses yeux creux et rouges, marqués par des nuits sans sommeil et l'inquiétude, par une vie d'excès et maintenant de privation. Cet homme, qui un jour l'avait humilié et jeté avec froideur, qui l'avait fait se sentir la plus insignifiante des créatures, était maintenant là, debout, avec une expression de supplication qui la choqua profondément. « Camille » commença-t-il, la voix rauque et étranglée, presque un murmure inaudible. « Je
Je n'ai nulle part où aller. J'ai tout perdu. S'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai commis une terrible erreur. La scène était pathétique, un miroir cruel de l'humiliation qui lui avait fait subir des années auparavant, un écho de sa propre douleur. Un instant, une pointe de pitié la toucha, un vestige d'un passé lointain, d'un amour qui avait existé un jour, mais fut rapidement remplacé par une froide résolution, une clarté qu'elle avait acquise à grand prix. Elle le regarda, l'homme qui avait volé ses rêves, sa dignité, et qui maintenant demandait son aide. Elle pensa à Thomas, à toute la souffrance qu'il avait causée à son fils, à la douleur qu'il avait infligée à sa propre famille, à la destruction qu'il avait semée. Camille inspira profondément, sa voix ferme et sans hésitation, chargée d'une autorité et d'une sérénité qu'il n'avait jamais vue. « Julien, tu as eu exactement ce que tu as demandé. Tu voulais tout, et maintenant tu as tout. Je ne peux pas t'aider. Ma vie, et la vie de Thomas, sont ailleurs maintenant. Un endroit où il n'y a pas de place pour tes mensonges, ta destruction et ton irresponsabilité. » Elle ne ressentait pas de haine, seulement une profonde libération, une paix qui la remplissait complètement. La porte, qu'il avait un jour fermée devant elle, c'était maintenant elle qui la fermait, de manière définitive, avec un son sec et final. Le bruit du loquet fut un écho de sa liberté, un point final à un chapitre douloureux de sa vie. Elle se retourna, sentant un poids quitter ses épaules, et retourna à ses projets, à sa nouvelle vie, à son nouveau départ, avec la certitude d'avoir fait le bon choix, non seulement pour elle, mais pour l'avenir de son fils. Les mois se transformèrent en années, et avec eux, le paysage de la vie de Camille se transforma radicalement, comme un jardin qui fleurit après une longue et rigoureuse saison d'hiver. Le petit appartement à Nantes, autrefois un refuge de transition, devint un foyer accueillant, un sanctuaire de paix et de créativité. Les murs, qui autrefois avaient été témoins de ses larmes silencieuses, vibraient maintenant avec les couleurs et les textures de ses projets de design d'intérieur. Camille prospéra dans sa nouvelle carrière avec une passion et un talent qui surprirent tout le monde, sauf elle-même. Son studio, initialement un coin modeste dans son propre appartement, fleurit et s'étendit à un charmant espace commercial dans le quartier Grasselin, à Nantes, l'un des plus élégants de la ville. La clientèle, attirée par son goût impeccable, son éthique de travail irréprochable et sa sensibilité unique pour transformer les environnements, grandissait chaque jour. Chaque projet était une toile vierge où elle déversait son âme, créant des espaces qui racontaient des histoires, qui reflétaient la personnalité de ses clients. Elle ne décorait pas seulement des maisons, elle construisait des rêves, une pièce à la fois, un jour à la fois. La paix qu'elle ressentait était profonde, un baume pour les blessures du passé, et la liberté était un parfum enivrant qu'elle inhalait à chaque lever de soleil. Thomas, maintenant un adolescent, s'était transformé en un jeune homme intelligent, sensible et surtout, fier de sa mère. L'ombre de Julien s'était complètement dissipée de sa vie, remplacée par la lumière et la stabilité que Camille avait construite avec tant d'efforts. Il voyait sa mère non plus comme la femme humiliée et jetée, mais comme une héroïne, une inspiration de force et de résilience. Les conversations entre eux étaient ouvertes et honnêtes, pleines de rire et de complicité. Thomas aidait Camille dans son studio les week-ends, apprenant sur les couleurs, les textures et l'art de transformer les espaces, montrant un intérêt sincère pour son travail. Il était son plus grand fan, son confident, son refuge. Cette étreinte au tribunal avait scellé un pacte d'amour et de confiance que rien d'autre ne pourrait briser. Ils construisirent une vie heureuse et authentique, basée sur des valeurs d'honnêteté, de persévérance et d'amour inconditionnel, une vie que Julien n'aurait jamais pu offrir. Leur maison, bien que n'étant pas un manoir, était riche en affection, en rires, en souvenirs vrais. Pendant que la vie de Camille s'épanouissait, celle de Julien continuait dans une spirale descendante, un abîme sans fond qui l'engloutissait de plus en plus. Il avait tout perdu, absolument tout, la maison, l'entreprise, la réputation, les amis, la famille. Élodie, la petite amie qu'il avait abandonnée au tribunal, ne fut plus jamais vue à Nantes. Madame Dubois, sa mère, qui avait perdu une grande partie de ses économies dans les affaires frauduleuses de son fils, vivait maintenant dans un petit appartement loué, dans un quartier éloigné, consumé par l'amertume et le ressentiment. Elle blâmait Julien pour son malheur, mais aussi Camille, pour avoir détruit la vie de son fils. Claire, l'ex-meilleure amie, fut également confrontée à l'ostracisme social et professionnel, vivant une vie d'isolement et de regret.
Julien, quant à lui, était ruiné, sans abri, et sans perspective. Il tenta de se relever, mais les portes se fermaient devant lui, les gens l'évitaient, le nom « Julien » devint synonyme de fraude et d'échec à Nantes. Il était l'ombre de l'homme qu'il avait été un jour, errant dans les rues, le regard perdu, la posture courbée, l'image pathétique d'un roi déchu, un homme qui avait perdu non seulement sa fortune, mais sa dignité, son respect et toute trace d'humanité. Chaque jour, le regret le rongeait, une douleur plus profonde que n'importe quelle dette, en réalisant ce qu'il avait perdu. Au milieu de cette nouvelle phase de sa vie, Camille rencontra Nicolas. Il était architecte paysagiste, avec un studio voisin du sien dans le quartier Grasselin. Ses yeux, d'un brun chaleureux, irradiaient une gentillesse et une intelligence qui l'attirèrent dès la première rencontre. Nicolas était l'opposé de Julien, calme, attentif, avec un sourire sincère qui atteignait les yeux, et une passion authentique pour son travail. Il admirait la force et la créativité de Camille, et la façon dont elle avait reconstruit sa vie. Leur conversation était légère et profonde à la fois, sur l'art, sur la vie, sur les rêves. Il la faisait rire d'une manière qu'elle n'avait pas ri depuis des années, un rire franc et véritable. Thomas, qui était très protecteur envers sa mère, approuva Nicolas dès le début, sentant la bonne énergie qu'il apportait. Nicolas n'essayait pas de combler le vide laissé par Julien, il créait un nouvel espace, plein de lumière et de possibilités. Il la voyait, vraiment, la femme forte et talentueuse qu'elle était, et non une extension de lui-même. Peu à peu, un sentiment nouveau et délicat commença à fleurir entre eux, un amour véritable, construit sur le respect, l'admiration et une profonde connexion des âmes. Camille, qui avait juré de ne plus jamais s'abandonner, sentit son cœur s'ouvrir à nouveau, avec prudence, à la possibilité d'un bonheur qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Le bonheur de Camille contrastait de manière frappante avec la misère de Julien. Lui, qui un jour avait tout, n'avait maintenant plus rien. À chaque nouvelle qui parvenait à ses oreilles sur le succès de Camille, sur son studio florissant, sur la joie de Thomas, une pointe de regret le frappait avec la force d'un éclair. Il voyait des photos de Camille dans des magazines de décoration, souriante, radieuse, aux côtés d'un homme qui la regardait avec adoration. L'image de Camille, autrefois si soumise et effacée, était maintenant celle d'une femme libre, puissante, aimée. Ce qu'il avait rejeté comme « sans valeur » s'était transformé en un trésor. La douleur de la perte matérielle était immense, mais la douleur d'avoir perdu Camille, d'avoir détruit la famille qu'il avait un jour, d'avoir jeté un amour véritable par sa propre vanité et sa cécité, était insupportable. Il se souvenait des petits gestes d'affection de Camille, de son dévouement inlassable, de son intelligence dans les affaires, de sa beauté discrète qu'il n'avait jamais su apprécier. Le regret le consumait, se transformant en un tourment quotidien, une prison sans barreaux, où il était son propre geôlier. Il avait échangé un diamant contre de fausses pierres, et maintenant, la réalité l'écrasait de tout son poids. Les années qui suivirent furent une récolte abondante pour Camille, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans son âme. Son studio de design d'intérieur, Camille Intérieur, devint une référence à Nantes, synonyme de bon goût, d'innovation et d'une touche personnelle qui transformait les environnements en de véritables foyers. Elle n'était plus l'ombre de Julien. Elle était une femme en plein éclat, une entrepreneure respectée, une artiste dans son essence. À chaque projet achevé, à chaque client satisfait, Camille ressentait une validation qu'aucun argent ne pouvait acheter. Elle voyait son reflet dans les yeux de Thomas, qui l'admirait avec une fierté palpable, et dans le sourire doux de Nicolas, qui la soutenait à chaque étape. La paix qu'elle avait trouvée était un trésor, et la liberté, un horizon sans fin. Elle s'offrait de petits luxes, comme des voyages avec Thomas pour découvrir de nouvelles cultures et des inspirations pour son travail, et des dîners tranquilles avec Nicolas, où les conversations coulaient avec une naturalité qu'elle n'avait jamais expérimentée. Thomas, maintenant un jeune adulte, avait choisi de suivre les traces de sa mère, mais avec sa propre touche. Il s'inscrivit en architecture et urbanisme à l'université de Nantes, montrant un talent inné pour le dessin et une vision durable pour l'avenir. Les week-ends et les jours fériés, il travaillait au studio de Camille, non pas comme un employé, mais comme un partenaire potentiel, apportant des idées fraîches et une énergie contagieuse. La relation entre la mère et le fils était un pilier de force pour Camille, une preuve vivante que l'amour et la vérité prévalent toujours. Ils partageaient des rires, des rêves et même les préoccupations du quotidien,
construisant une complicité qui faisait l'envie de beaucoup. Thomas n'admirait pas seulement sa mère. Il la comprenait à un niveau profond, ayant été témoin de sa douleur et de son ascension. Il était la preuve vivante que l'amour et la vérité peuvent guérir les blessures les plus profondes. Lors d'un dîner spécial, Thomas confia à Camille son désir, un jour, d'ouvrir son propre cabinet d'architecture, peut-être en partenariat avec elle, unissant le design d'intérieur à l'architecture durable. Camille sentit son cœur déborder de joie et de fierté, voyant son fils tracer son propre chemin, avec la même passion et intégrité qu'elle avait redécouverte. La relation de Camille avec Nicolas s'épanouissait avec la délicatesse d'une fleur rare, mais avec la solidité d'un roc. Il était le refuge dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin, le compagnon qui la voyait dans sa totalité. La femme forte, la mère dévouée, l'artiste talentueuse, et aussi la femme avec ses cicatrices et ses peurs. Nicolas était un homme de peu de mots, mais de gestes significatifs. Il la surprenait avec de petits détails, comme un bouquet de ses fleurs préférées, ou un dîner préparé par lui après une journée de travail épuisante. Il l'écoutait attentivement, la soutenait dans ses défis et célébrait ses victoires avec une joie sincère. Avec lui, Camille se sentait en sécurité pour être vulnérable, pour partager ses peurs et ses espoirs les plus intimes. Ils planifiaient de petits voyages ensemble, explorant des villes historiques et des paysages naturels, où la beauté du monde se mêlait à la beauté de leur amour. Thomas s'était beaucoup attaché à Nicolas, voyant en lui non pas un substitut pour son père, mais un ami et un mentor, un homme qui apportait paix et bonheur dans la vie de sa mère. L'amour de Nicolas était un cadeau, une seconde chance pour Camille d'expérimenter un bonheur plein et authentique. Un jour, alors que Julien tentait de vendre de vieux objets dans une brocante du centre de Nantes pour obtenir de l'argent pour manger, il la vit. Camille sortait d'une galerie d'art voisine, accompagnée de Nicolas et Thomas. Elle riait, un rire franc et véritable que Julien n'avait pas entendu depuis des années. Ses yeux brillaient, ses cheveux étaient lâchés au vent, et elle portait une robe simple, mais élégante, qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Thomas, à ses côtés, semblait un jeune homme heureux et épanoui, conversant animément avec Nicolas, qui la regardait avec une affection évidente. Julien se cacha derrière un étal de fruits, le cœur battant la chamade dans sa poitrine, un mélange d'envie, de douleur et d'un regret si profond qu'il en eut la nausée. Il vit le bonheur qu'il avait détruit, la famille qu'il avait brisée, l'amour qu'il avait jeté. À ce moment-là, il réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu de l'argent et du statut. Il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, la chance d'être aimé et d'aimer vraiment. L'image de Camille, radieuse et heureuse, aux côtés de son nouvel amour et de son fils, fut un coup plus dur que n'importe quelle faillite, une punition qu'il savait mériter, mais qui le déchirait de l'intérieur. Il observa jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule, se sentant un fantôme dans sa propre ville, un écho d'un passé qu'il avait ruiné. La vie de Camille était maintenant un phare d'espoir et de réalisation, illuminant non seulement son propre chemin, mais aussi celui de nombreux autres autour d'elle. Son studio, Camille Intérieur, était devenu un nom de poids sur la scène nationale du design, avec des projets ambitieux dans d'autres capitales et une liste d'attentes qui attestait de son excellence. Elle n'était plus seulement une designer. Elle était une visionnaire, une inspiration pour les femmes qui cherchaient à se relever et à construire leurs propres rêves. Son agenda était rempli d'engagements, des réunions avec des clients exigeants aux conférences motivantes lors d'événements pour entrepreneurs. Chaque nouveau défi était embrassé avec la même passion et détermination qu'il avait tiré de l'abîme. La paix intérieure qu'elle cultivait était son plus grand trésor, et la liberté d'être l'architecte de son propre destin, sa plus douce et durable victoire. Elle s'offrait des moments de contemplation, assise dans son jardin soigneusement conçu par Nicolas, observant les fleurs et sentant la brise douce de Nantes, reconnaissante pour chaque petite bénédiction. Thomas, avec son bagage rempli de rêves et son esprit avide de connaissances, partit pour son échange en Europe. Les adieux à l'aéroport de Nantes-Atlantique furent un mélange de larmes et de sourires. Camille le serra fort dans ses bras, sentant l'odeur familière de son fils, la chaleur de son corps. « Va et conquiers le monde, mon amour. Je serai là, à t'encourager à chaque pas, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Thomas, maintenant un jeune adulte, avec la maturité que la vie lui avait imposée, lui rendit l'étreinte avec la même intensité. « Je t'aime, maman. Et merci pour tout. Tu es ma plus grande inspiration. » Ce moment scella la complicité entre eux, un lien incassable que même la distance ne pourrait rompre.
Même loin, Thomas continuait d'être le bras droit de Camille, échangeant des idées par visioconférence, envoyant des références d'architecture européenne et la tenant informée de ses études. L'absence physique de Thomas était comblée par la certitude qu'il traçait son propre chemin, avec la même passion et intégrité qu'elle avait redécouverte. L'amour entre Camille et Nicolas s'était approfondi, se transformant en une connexion d'âme qui transcendait le quotidien. Ils étaient la preuve que l'amour véritable peut surgir des cendres, plus fort et plus beau que jamais. Nicolas était le compagnon parfait, l'homme qui la voyait dans sa totalité. La femme forte, la mère dévouée, l'artiste talentueuse, et aussi la femme avec ses cicatrices et ses peurs. Il la soutenait dans ses défis, célébrait ses victoires avec une joie sincère et la faisait rire d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginé être possible. Avec lui, Camille se sentait en sécurité pour être vulnérable, pour partager ses peurs et ses espoirs les plus intimes. Ils avaient décidé de vivre ensemble, unissant leurs talents dans un projet de vie qui serait le reflet de leur amour. La maison qu'ils avaient choisie, avec un jardin luxuriant conçu par Nicolas et un intérieur accueillant décoré par Camille, était un sanctuaire de paix et de créativité, un foyer où l'amour fleurissait à chaque coin. L'amour de Nicolas était un cadeau, une seconde chance pour Camille d'expérimenter un bonheur plein et authentique, un amour mature, construit sur la base solide de l'amitié, du respect mutuel et de l'admiration. Pendant que la vie de Camille se remplissait de lumière et de but, celle de Julien plongeait dans une obscurité de plus en plus dense et désespérée, un abîme sans fond qui l'engloutissait sans pitié. Il avait tout perdu, et maintenant, à chaque nouvelle du succès de Camille, à chaque photo d'elle dans des magazines de décoration ou lors d'événements sociaux, son regret se transformait en un tourment excruciant, une torture quotidienne qui le consumait de l'intérieur. Il la voyait souriante, radieuse, aux côtés de Nicolas, un homme qui la regardait avec une adoration qu'il n'avait jamais su offrir, un amour qu'il n'avait jamais compris. L'image de Camille, autrefois si soumise et effacée, était maintenant celle d'une femme libre, puissante, aimée, un phénix qui renaissait de ses cendres, plus forte et plus belle que jamais. Ce qu'il avait rejeté comme sans valeur s'était transformé en un trésor, et il était le fou qui l'avait jeté par sa propre vanité et sa cécité. La douleur de la perte matérielle était immense, mais la douleur d'avoir perdu Camille, d'avoir détruit la famille qu'il avait un jour, d'avoir jeté un amour véritable par sa propre arrogance, était insupportable, un poison qui rongeait son âme et l'empêchait de trouver la moindre paix. Il se souvenait des petits gestes d'affection de Camille, de son dévouement inlassable, de son intelligence dans les affaires, de sa beauté discrète qu'il n'avait jamais su apprécier. Le regret le consumait, se transformant en un tourment quotidien, une prison sans barreaux, où il était son propre geôlier, condamné à observer de loin le bonheur qu'il avait lui-même détruit. Julien, maintenant un homme qui vivait de petits boulots et de faveurs, errait dans les rues de Nantes, une ombre de ce qu'il avait été, un fantôme de son passé glorieux. Il voyait son ancien bureau, maintenant occupé par une autre entreprise, et le manoir où il avait vécu, avec de nouveaux habitants et des jardins impeccables, un rappel constant de sa chute. Chaque coin de la ville était un miroir de sa misère, chaque regard de pitié ou de mépris, un coup de poignard dans sa dignité déjà blessée. Il tenta de se rapprocher de Thomas, lui envoyant des messages sporadiques, mais son fils, bien qu'éduqué, maintenait une distance respectueuse, mais ferme. Thomas avait vu la vérité, et l'image de son père s'était brisée irrémédiablement, remplacée par l'admiration pour sa mère. Julien, dans ses moments de lucidité, réalisait qu'il avait échangé un diamant contre de fausses pierres, et maintenant, la réalité l'écrasait de tout son poids. Il tenta de blâmer Camille, maître Sophie, le destin, mais au fond, une voix dans sa conscience lui murmurait la vérité. Il était le seul responsable de son propre malheur. La solitude était sa seule compagne, et l'écho de ses propres choix, la bande-son de sa misère. L'humiliation publique devint une constante dans sa vie, un châtiment quotidien auquel il ne pouvait échapper. Un jour, alors que Julien tentait d'obtenir un plat de nourriture dans un restaurant populaire du centre de Nantes, il la vit à nouveau. Camille sortait d'une réunion d'affaires dans un immeuble commercial de luxe, accompagnée de Nicolas. Elle était impeccable, avec un sourire confiant aux lèvres, et Nicolas la regardait avec une affection que Julien reconnut comme un amour véritable. Ils montèrent dans une voiture élégante, et Julien les observa disparaître dans la circulation. La scène fut un coup de poing à l'estomac, un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Plus tard, ce même jour, il rencontra Madame Dubois à un arrêt de bus, avec des sacs de supermarché, le visage marqué par l'amertume.
Elle le vit, et au lieu de compassion, ses yeux se remplirent de rage. Tu as ruiné nos vies, Julien. À cause de toi, j'ai tout perdu. Camille, cette femme, elle vit comme une reine, et nous, par ta faute, nous sommes dans la misère. Les mots de sa propre mère furent comme des couteaux, perforant ce qui restait de son âme. Il tenta de se défendre, mais ces mots étaient la vérité nue et crue. L'humiliation était complète, venant de sa propre chair et de son propre sang. Il s'éloigna, sentant le poids du monde sur ses épaules, la solitude plus profonde que jamais.